La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente le journal décalé. Jean-François, on va mettre un point final à un feuilleton qui nous a accompagnés ces derniers mois. Je vous parle de la RIS, la Retail Investment Strategy. Elle a été adoptée le 20 mars dernier par la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Qu'est-ce qu'on peut quels sont ces points clés? Pas d'interdiction sur les rétrocessions, un value for money à préciser, des compétences professionnelles à valider par certificat ou équivalent, des points de vigilance dans la relation conseiller-client et une clause de revoyure qui est à 5 ans au lieu de 3 ans. Le texte semble donc être très positif pour les CGP et pourtant ce n'est pas certain. Le texte devrait être finalisé sous la présidence belge de la Commission européenne et elle ne sera pas forcément très souple. Ouais, juste je me marre quand même, parce qu'on va mettre un point final à ce feuilleton. Moi, je pense que ce feuilleton, le sujet des rémunérations des intermédiaires, déjà, il va falloir aller au trilogue, etc. Et ensuite, on n'est pas fini. Allez, donnez-nous la suite. Je vais quand même essayer de suivre mes dossiers et de suivre un autre dossier pour les plus fidèles d'entre vous. Au mois de mars, nous parlions de la rétroactivité du régime fiscal des locations meublées saisonnières. Le Conseil d'État vient de rejeter un recours en référé contre la doctrine administrative du BOFIC, permettant quoi? Permettant aux contribuables en 2023 de profiter des dispositions antérieures de la loi de finances 2024 pour les locations meublées de tourisme non classées en régime microbique. Le contribuable pourra donc bien bénéficier des règles antérieures lors de cette déclaration de revenus. Ouais, juste sur le sujet, alors très bonne nouvelle, on va être honnête pour ceux qui sont concernés. En revanche, en termes d'état de droit, c'est quand même c'est une séquence qui est catastrophique. Entre des amendements qui sont votés, qui sont rejetés par le gouvernement, qui sont inscrits par erreur dans la loi de finances parce qu'on l'a passé en 49.3. Un BOFIP, autrement dit une doctrine de l'administration fiscale qui contredit la loi, et derrière un Conseil d'État qui nous dit ce qu'il nous dit en pratique, c'est-à-dire pas de référé, mais en revanche on va traiter le dossier sur le fond. Pardon, mais c'est quand même un joli bazar. Alors, je vais continuer dans les aberrations avec une autre aberration. Quand on souhaite introduire son entreprise en bourse, en général, pourquoi on veut le faire? Pour pouvoir toucher tous les épargnants et donc avoir des sources de financement différents. Et pourtant, le collège de l'AMF, il recommande tout bonnement et simplement de supprimer l'obligation aux sociétés s'introduisant en bourse sur l'Euronext Paris de réserver une partie de leurs actions aux investisseurs particuliers. Pourquoi? Parce que selon eux, cette obligation ajoute des contraintes pour les émetteurs qui du coup font baisser l'attractivité de la place de Paris. L'autorité, elle considère que cette mesure, donc interdire les particuliers, ne découragera pas les investisseurs, bien au contraire, cela évitera que certains projets de cotation aillent à l'étranger et ne soient pas à Paris. L'AMF dit que c'est bien, mais elle se donne quand même 3 ans pour vérifier que c'est une bonne idée et que ça n'a pas d'incidence pour les investisseurs particuliers. Espérons qu'on finisse pas avec une bourse à 2 vitesses, B2B et B2C. Assurément, on veut finir sur une bourse à 2 vitesses. 2 petites remarques par rapport à ça. Un, déjà, sur le fond, c'était une obligation qui était une obligation de moyens mais pas de résultat. Donc en pratique, tous ceux qui avaient envie de passer à travers et qui n'avaient pas envie de développer l'actionnariat individuel le faisaient sans difficulté. Au passage, on peut d'ailleurs tirer un grand coup de chapeau à 2 acteurs de l'industrie financière française qui se sont toujours assis sur les particuliers sans aucune difficulté. C'est Amundi et c'est Euronext. Et le dernier point que vous évoquez, 3 ans pour évaluer les conséquences, c'est notamment lié à une demande de la Commission épargnante de l'autorité des marchés financiers, parce que au-delà du sujet de la participation des investisseurs particuliers, se pose le sujet de ce que l'on appelle la sélection adverse. Autrement dit, la sélection adverse, c'est quoi? C'est quand vous faites une introduction que vous n'avez pas d'investisseur institutionnel qui a envie de venir souscrire, mais qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous décrochez votre téléphone et puis vous appelez les particuliers parce que ce jour-là, les particuliers, ils vous intéressent et c'est donc un excellent moyen de mettre aux particuliers les dossiers pourris. Et c'est pour ça que la Commission des épargnants avait demandé ce rapport pour être sûr qu'on ne refourgue pas les nanars au retail. Comme quoi, on a toujours besoin des particuliers. Pour continuer sur les particuliers, dans le journal décalé, j'aime beaucoup vous parler de la santé des CGP. La santé des CGP est très liée aux particuliers, à une grande partie de leurs clients. Et nous venons d'avoir le livre blanc 2024 de l'Apredia qui nous donne plein d'informations. Sans surprise, le nombre de cabinets augmente. On est presque à 4000 cabinets. 3867, avec finalement peu de création, surtout des extensions d'activité. Quand on regarde un peu plus loin,
Leur nombre grossit un peu, mais en revanche, leur chiffre d'affaires grossit beaucoup parce qu'en 10 ans, il a presque doublé pour atteindre un chiffre d'affaires moyen de 622 000 euros par cabinet. Les CGP y grossissent et y vieillissent. 54% d'entre eux ont plus de 50 ans, 4 points de plus en 4 ans. En revanche, la parité n'est encore pas du tout au rendez-vous, seulement 21% sont des femmes. Et quand on regarde un peu plus loin, elles préfèrent favoriser les établissements financiers ou les compagnies d'assurance. Malheureusement, on a l'impression que le temps n'a pas encore totalement changé parce qu'elles préfèrent favoriser des milieux plus favorables pour la vie de famille. Si on regarde un peu plus loin, on voit que le marché reste en croissance, mais les CGP ont deux principales inquiétudes. Un, la profondeur de la crise immobilière. Celle-ci, en fait, elle touche qui? Elle touche surtout les CGP en création. Pourquoi? Parce que eux n'ont pas encore un stock suffisamment gros en assurance vie pour se rémunérer. Ils ont donc besoin des produits immobiliers qui ont une rémunération immédiate. Et ils sont aussi touchés par la volatilité. Pourquoi? Parce que les clients, de manière assez logique, veulent la performance la plus forte possible, sans aucun risque. Du coup, où vont les CGP? Ils se recentrent assez logiquement sur l'assurance vie, qui est vraiment leur couteau suisse. Cette assurance vie, en plus, elle profite de la remontée des taux, donc les fonds en euros fonctionnent mieux, et une sélection d'UC très large. Bref, l'assurance vie n'a pas dit son dernier mot. Vous me donnez une idée, tiens, sur ce sujet justement des modèles économiques. On interrogera tout à l'heure nos invités sur le débat SCPI, sur les évolutions de modèles économiques, notamment sur le développement des SCPI sans frais d'entrée. SCPI toujours, on en parle beaucoup, des bonnes performances, des mauvaises performances, c'est un marché compliqué. Et j'ai un autre sujet pour vous, pour les SCPI, ce sont les mauvaises informations données par les distributeurs. L'AMF a la commercialisation des parts démembrées des SCPI dans son viseur. Très concrètement, ces contrôles ont révélé qu'une prise en compte très limitée des spécificités du démembrement par les distributeurs. Un problème qui met en péril la protection des investisseurs qui, entre autres, dans le cas du démembrement des revenus, se retrouvent avec un gros manque d'informations. Ouais, alors là-dessus, plusieurs remarques. C'est vrai que de ne pas expliquer à quelqu'un qui achète la nue propriété qu'il n'aura pas de revenus, c'est quand même un peu inquiétant. Juste, je me permets une petite remarque quand même sur ce contrôle spot de l'AMF. Me semble-t-il qu'ils sont un tout petit peu passés à côté du sujet du prix dans un démembrement, en disant que c'était géré par les sociétés de gestion de portefeuille. C'est quand même un sujet majeur pour savoir si on achète au vrai prix ou au mauvais prix. Et d'ailleurs, ce prix-là, il n'est pas facile à calculer, notamment depuis que les SCPI distribuent des plus-values. Tiens, d'ailleurs, ça va aussi pouvoir faire partie de nos sujets. Justement, on parle tout de suite des SCPI avec notre édition spéciale.